Leroy, je viens du département de Computer Science de l'Université de Manchester. Je vais vous parler un peu d'analyse de données fonctionnelles pour ce qui est du format, vu qu'on a 3 heures ensemble. C'est plutôt long pour vous comme pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est pas que je parle 3 heures d'une traite et éventuellement vous posez des questions quand vous êtes endormi. On essaie de faire quelque chose de dynamique. Donc, il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, ou vous avez une question, ou vous avez une suggestion, même un truc intelligent ou pas à dire, peu importe. N'hésitez pas à le dire pendant. Alors, évidemment, tout le monde ne hurle pas en même temps, mais vraiment, voilà, sinon, ça va être très, très long pour tout le monde. J'essaye, par-ci, par-là, de vous faire des petites questions, des petits exercices, un peu d'interactivité. Donc, n'hésitez pas à participer. Si vous avez votre laptop, c'est bien. Si vous n'avez pas votre laptop, j'ose pas espérer, mais j'imagine que vous avez un smartphone. Donc, j'ai fait en sorte que ceux qui ont un laptop, ils pourront plus pratiquer, notamment si vous avez R installé dessus, c'est bien, c'est mieux, pour faire un peu de codage, sur des données ou sur vos propres données si vous voulez. Et si vous n'avez pas, vous pouvez toujours suivre sur smartphone. Normalement, il y a des notebooks ou des choses comme ça, donc vous aurez de quoi lire si vous ne pouvez pas pratiquer. N'hésitez pas si vous avez votre laptop. C'est tout bon pour tout le monde? Je pars du principe que oui. Juste une petite chose, évitez de trop bavarder parce que ça s'enregistre. Et donc pour les gens qui ne sont pas là, si on pouvait limiter le plus possible le bruit de fond, ce serait idéal. Je vous remercie pour ceux qui vont écouter ensuite en replay. Et si vous avez du drama confidentiel, ce sera enregistré. C'est pas une bonne chose. Donc, analyse de données fonctionnelles. On m'a dit que vous n'étiez pas forcément familier de ce que c'est. Alors, je ne sais même pas du tout ce que vous faites, pour de vrai. Donc, Université Digisport, c'est ça pour vous? NCI Biostat et NCI Génistat. C'est ça ici? Donc, vous, je vois à peu près ce que vous faites, parce que je connais un peu la maison. Est-ce que vous avez fait un peu d'analyse de données, de maths, jusqu'à quel niveau, et avec quoi vous êtes confortable, on va dire? Juste pour que j'ajuste. Je veux ni vous perdre, ni vous dire des trucs pour vous prendre pour des enfants. Donc. On a fait des maths, mais pas niveau NCI. D'accord. Alors, quel niveau? Alors, genre, algèbre linéaire, analyse de ACP? Oui, ça, les bases comme ça. Un petit peu d'analyse de proba? Oui. Ok, c'est bon. Un peu d'intégration? Il n'y a pas grand-chose. Un petit peu. Si je mets l'intégrale, vous ne tombez pas dans les pommes. Non, ça va. Oh, c'est ça. Normalement, j'essaie de restreindre au minimum compréhensible. Il y a quelques slides qui peuvent faire un petit peu peur, mais c'est que si vous êtes intéressé, vous dites « Ah, trop bien, j'ai envie de comprendre les paramètres là, on peut passer du temps dessus. » Sinon, je pourrais vous les censurer assez vite. J'ai mis plein de dessins, des trucs qui bougent comme ça, au moins c'est divertissant pour tout le monde. Donc, analyse de données fonctionnelles, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire déjà, pourquoi certaines données sont fonctionnelles et d'autres non, et appliquer à des problématiques sportives, parce que c'est ce qui m'a intéressé pendant l'essentiel de mes travaux de thèse, donc il y a quelques années, et une partie de ce que je fais encore aujourd'hui. Donc j'ai bossé pas mal sur des thématiques du sport de haut niveau. Je travaillais avec la Fédération française de natation et d'athlétisme sur la détection des jeunes sportifs à haut potentiel. Donc essayer de trouver parmi les jeunes, on peut espérer devenir des futurs champions, en tout cas ils ont le potentiel pour. Et pour ça, en fait, on a utilisé des méthodes statistiques, mathématiques ou machine learning, qui ont utilisé des mots à la mode, pour essayer de dire des choses, on espère, un peu intelligentes à ce sujet-là. Je vais vous parler donc de données fonctionnelles en général, de quelques approches classiques, j'ai envie de dire la littérature, c'est quelques dernières décennies, et ensuite, mon petit péché mignon, les approches probabilistes, donc les choses que j'ai eu tendance à faire moi, et que je considère être comme la voie moderne pour faire des applications un peu plus utiles, plus puissantes en termes de prédiction, d'interprétation pour les, potentiellement juste pour les scientifiques et pour les coachs, athlètes ou ce genre de choses. Voilà, donc on va y aller tranquillement en parlant un peu des bases. On va commencer par un jeu, des 7 différences. Vraiment très simple pour commencer. Est-ce que vous pourriez me dire la différence que vous voyez quand je vous donne une base de données comme ça, qui est une base de données de natation? Là, on a des nageuses qui étaient très fortes en 2016, je crois, parmi les meilleures mondiales, avec pays, distance, taille, poids, IMC pour indice de masse corporelle et le temps qu'elles ont fait sur un 50 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Et cette base de données-là, qui est une base de données de nageurs aussi, qui sont aussi très très bons. Sauf que ici, ce qu'on a, c'est sur 100 mètres nage libre, leur temps de passage à 15 mètres, 25 mètres, 45 mètres, etc., jusqu'à 100 mètres. Le néophyte complet, on est d'accord, il voit 2 bases de données. Mais vous qui avez un œil aiguisé, j'en doute pas, vous par le sport, vous par les stats, est-ce que vous voyez des différences notables entre ça et ça?
et la façon dont vous vous dépatouillez avec ça, éventuellement. S'il y a un coach qui arrive qui dit « Ah voilà, j'ai ça, j'ai recueilli ces données-là, qu'est-ce que tu peux me faire ?» Pareil, ici c'est... vous allez voir, vous allez avoir des biologistes qui vont venir vous voir pour vous dire voilà, ça, j'ai recueilli ces données. Qu'est-ce que Le deuxième, ça représente plutôt une série temporelle. La première, c'est plutôt juste des paramètres qui correspondent à l'heure. C'est une excellente réponse. Donc, après, j'ai un peu spoilé avec le titre d'exposé, mais bien vu. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça change? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose? Et même question subsidiaire, est-ce que vous êtes content avec ces deux tableaux de données si vous les voyez? Ça ne vous évoque pas grand-chose. Hein. Je remets celui-là, parce que celui-là, vraiment, il brûle les yeux. Pardon. Celui-là, il me brûle les yeux. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent d'avoir un tableau qui ressemble à ça? Parce qu'on a plus de précision sur le premier. Pourquoi plus de précision? Parce que sur le premier, on voit juste le temps global des athlètes, alors que là, on peut voir ceux qui ont une meilleure accélération au début, mais ceux qui sont meilleurs sur la fin. Carrément. Pour ce qui est d'étudier la perf, là, tu as plus d'infos. Par contre, si tu es intéressé sur la morphologie des nageurs, tu as moins d'infos là. Donc, effectivement, même si on comptait un peu naïvement le nombre de variables, on a plus de variables ici. Donc, en termes de bits d'information, on en a plus là. Ouais, je suis d'accord. Mais après, ça va dépendre de ce que tu veux étudier. Est-ce que tu veux plutôt relier la perf à des caractéristiques morphologiques, ce à quoi cette base de données a été utilisée dans un travail qu'on a fait avec le FED? On va essayer de comprendre si être grand, plus ou moins lourd ou quoi, ça peut aider sur certaines bases. Et relier ça au temps. Ou alors, effectivement, étudier la dynamique dans une course, à quel point on va vite, etc. Ça va dépendre de ce que tu vas regarder. Mais c'est pas forcément là que je vois les choses. Et n'hésitez pas à participer. Enfin, ça va être super long, sinon pendant 3 heures. Donc, si vous avez des trucs à dire, rien du tout. Bon, ouais, pour l'instant, je vais continuer un peu mon laïus et après, vous allez me mettre à l'aise. Bon, bah, ça, moi, ça me pique les yeux parce que j'aime bien, quand j'ai une base de données, avoir un format que j'appelle tidy. Donc, tidy pour bien propre et bien rangé. Et un format tidy, on a des conventions en stats normalement qui sont que une ligne, un individu, une colonne, une variable. Et ce qu'on appelle une variable, en général, c'est une quantité qu'on va mesurer qui va avoir une certaine homogénéité d'un individu à l'autre. On mesure la même chose. Et là, tu l'as bien dit, en fait, on mesure la même chose, mais plein de fois. En fait, on a mis dans plein de colonnes la même chose, un temps de passage. Alors, pas un temps de passage au même moment, mais un temps de passage quand même. Donc, c'est pas ici, on regarde un poids, une taille, un pays, et une perf. Là, on regarde que des perfs. Donc ça, déjà, ce format, il est particulièrement pas adapté parce qu'il n'est pas bien rangé. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est une façon un peu naïve de représenter une base de données comme on a l'habitude de le voir, avec un tableau de lignes et de colonnes. Et on se fait croire ici qu'on a plein de variables alors qu'en fait, on n'en a qu'une. C'est la perf. Et puis une autre, le temps de passage. Donc, je vous spoil un tout petit peu, juste, ça peut se résumer comme ça, avec 3 colonnes. Et en fait, c'est bien mieux, parce que tu l'as dit, la différence entre les premières données, c'est que là, on a des données qu'on appelle multivariées. On a effectivement plusieurs variables, qui sont très différentes les unes des autres, qu'on peut étudier, on peut faire plein de choses, mais là, on a ce qu'on peut appeler des séries temporelles, ou alors, une façon de voir ça, c'est justement des données fonctionnelles. Données fonctionnelles, pourquoi? Parce qu'elles nous renseignent sur un phénomène qui évolue selon un continuum. En tout cas, pour lesquels ça a un sens de dire on ne passe pas, les nageurs, ils ne sautent pas du 15e mètre au 25e, ou ils ne se téléportent pas. Il se passe des choses entre les deux. C'est juste que ces choses-là, on ne les a pas observées. Évidemment, on ne va pas forcément traquer le nageur tout le temps. On va prendre des mesures de temps en temps quand on a des capteurs. Mais en fait, ce qui s'est passé, le nageur, il a bien fait le 1er mètre, le 2e, le 3e, le 4e. Donc là, on a intrinsèquement un truc qui, même si ça se ressemble, ces deux tableaux de données, les choses qu'on a mesurées ne sont pas pareilles. D'accord? Alors qu'ici, il n'y a absolument pas de continuum entre le pays, l'Allemagne, et la distance du bassin. D'accord? Qu'on n'a pas fait... ça ne veut rien dire. Donc, elle est là, la différence, quand on aborde la question des données fonctionnelles. C'est quel est le phénomène qui est observé. Et le phénomène qui est observé dans ce cas de figure-là, c'est une performance au cours du temps. Et on peut, donc, comme j'ai dit, reformater ce tableau de cette façon-là, en mettant pour chaque individu
la distance à laquelle il a été observé, le temps qu'il a fait à ce moment-là, et puis on voit que tout de suite, naturellement, on a envie de tracer quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, voilà, le temps en fonction de la distance, et puis à la limite, on différencie par couleur pour chaque nageur, et puis on voit ce qui s'est passé pendant la course. Donc là, on voit un peu l'évolution des positions de chacun pendant la course. A priori, l'ami Breno Correa, il a dû gagner, parce que... Ah non, il a dû perdre, parce qu'il a fait le plus haut temps, donc il fallait faire le moins possible. Et puis, ça doit être Caleb Dressel. Ça m'étonne pas, il est très fort. Donc voilà, on peut suivre la dynamique qu'il y a eu pendant la course comme ça. Bon, et une chose qu'on a tout de suite envie de faire aussi, quand on a compris ça, que c'était des données fonctionnelles, c'est de relier les points, quoi. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on ne saute pas de l'un à l'autre, mais on a clairement cette évolution qui est continue dans le temps. Bon, voilà. Vous avez tout compris, normalement, si vous avez suivi ça. Des données fonctionnelles, c'est des données qu'on peut relier ensemble. C'est des variables qu'on peut relier ensemble. Et comme je le dis dans le titre, qu'est-ce qui change entre des données fonctionnelles et des données multivariées classiques? C'est smoothness, c'est difficilement traduisible, mais c'est une question de lissage. Donc il y a une relation qui est lisse d'une variable à l'autre. On ne saute pas n'importe comment de l'un à l'autre. On a une espèce de progressivité. Et tidiness, donc on est bien rangé. On a une relation d'ordre. C'est-à-dire que la variable observée au 25e mètre est avant celle du 50 et après celle du 15. Alors que si je vous parle de la variable taille par rapport à la variable pays, il n'y en a pas une qui vient avant l'autre, on s'en fout, on peut les intervertir. Et dans toutes les analyses mathématiques et statistiques qu'on fera derrière, donc en gros, quand ces machins-là, on oublie que c'est des pays, des distances, etc., et que ce qu'on aura, c'est juste une matrice qu'on va vouloir inverser, parce que typiquement, on sait faire que ça, on se bat monde inverser des matrices pour résoudre des systèmes linéaires. Et bien là, on a une matrice dont on peut permuter les colonnes et les lignes, on s'en fiche complètement, d'accord? On va avoir exactement la même information. Et là, pas du tout. Là, pas du tout, parce que si je m'amuse à mettre M95 entre M15 et M25, ça n'a aucun sens. Je vais avoir une valeur autour de 44, donc je vais faire 5, 44, 9. Clairement, on perd tout le côté dynamique et rangé et smooth, comme je le disais, donc le côté continu. On ne saute pas d'un moment à l'autre. Donc, quand vous rencontrerez dans le futur des données, quelles qu'elles soient, biologiques, banque ou quoi que ce soit, ou sportive, posez-vous cette question. Est-ce que mes données sont issues d'un phénomène continu? Et est-ce que j'ai une certaine notion de smoothness, de continuité, de lissage? Et c'est ça qui vous dira vers quel type de méthode vous voulez vous diriger. Ce que je vais essayer de faire et de vous convaincre pendant les heures qui suivent, c'est que la façon dont on traite ça n'est pas la même que celle avec laquelle on traite les données multivariées, et globalement, les choses que vous avez apprises jusqu'à maintenant, c'est surtout le premier cas de figure, et surtout que c'est super puissant. En fait, on peut faire des choses, je ne vais pas dire qui vont plus loin, mais qui sont différentes et qui, sur les données fonctionnelles, nous permettent de faire, alors vous allez voir, des regroupements, des prédictions, de quantification d'incertitude, bref, plein de choses que souvent on n'a pas trop en tête, qu'on n'imagine pas trop, parce que les maths derrière sont un peu relous. On ne va pas se mentir, hein, c'est bien les analyses multivariées parce qu'on a des vecteurs et des matrices, et ça c'est gentil. Il y a plein de choses mathématiques qui nous disent que voilà, la notion de distance et de norme, quand on est dans une dimension finie, elles sont toutes équivalentes, tout est beau, etc. Et puis quand on passe dans le monde des fonctions, il y a tout qui vole en éclats. Il n'y a plus rien qui est équivalent, c'est le bazar, bref. Se trimballer des fonctions, c'est compliqué mathématiquement parlant. Mais si on le fait, on peut réussir à avoir de jolis résultats. Bref, je vous présente un exemple fil rouge, qui était l'exemple fil rouge de ma thèse, justement aussi, et qui reste dans le domaine sportif, un petit exemple de données issues de la natation, où on a observé donc des nageurs entre 10 et 20 ans, la période en général où ils progressent le plus, c'est là où ils s'entraînent le plus, et c'est là où ils vont grandir, prendre du muscle, etc. Et essayer justement, le problème initial quand je parlais à la Fédé, c'est, ils m'ont dit, nous en gros, la détection, c'est pas compliqué, on regarde les classements des meilleurs à 10, 11 et 12 ans, et puis ensuite on fait, toi on va t'entraîner très fort, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Et puis après, on prie pour que tout aille bien. Et aux alentours de 2016-2017, il y a quelques papiers dans la littérature scientifique qui sont sortis qui disaient des choses du type, parmi les meilleurs à ces âges-là, on en a entre 10 et 15% seulement qui sont toujours parmi les meilleurs mondiaux à 20 ans. Donc peut-être que ce n'était pas le meilleur pool de gens à prendre. En fait, quand vous êtes parmi les meilleurs ici,
il y a quand même 9 chances sur 10 que vous ne soyez pas parmi les meilleurs au moment, j'ai envie de dire, si on parle en termes de fédé, où ça compte, où on veut gagner des médailles, ce genre de choses. Et parallèlement, l'inverse était vrai aussi. C'est-à-dire ceux qui étaient très très bons à l'âge adulte n'étaient pas forcément parmi les meilleurs étant jeunes. Et là, je peux vous dropper des gens. Renaud Lavillenie, qui, juste avant de faire ses 6 mètres, 1 an et demi avant, il en faisait 1 mètre de moins soit à la perche. On a eu Federer aussi qui venait un peu de nulle part. Enfin bref, plein de gens comme ça. Et souvent, une caractéristique hyper simple pour ça, c'est que c'est des personnes à maturité tardive. Donc, ils ont grandi tard. Et forcément, quand ils ont 13 ans, en fait, ils ne sont pas nuls, ils ont peut-être une excellente technique, un souffle, un cœur et tout qui est excellent, mais ils sont plus petits et plus maigres, ou moins musclés, ou moins flexibles en fonction du sport qu'on regarde, si c'est la gym ou ce genre de choses. Et donc, pendant toutes ces années-là, en fait, il y a un énorme biais. Si on regarde les données à temps fixe, ce que font les gens la plupart du temps, en tout cas encore dans les fédés et les clubs, on rate beaucoup de choses, on rate surtout l'information qui est dynamique. C'est-à-dire, OK, peut-être que je ne suis pas parmi les meilleurs, mais est-ce que je progresse vite? Et est-ce qu'il y a moyen que je rattrape les meilleurs parce que je vais grandir un jour ou l'autre? Donc voilà le type de données qu'on a. Excuse-moi, j'ai complètement fini d'écrire le graphe. Les données entre 10 et 20 ans pour un nageur, je ne sais plus si des nageuses ici, et la performance sur un 100 mètres nage libre en seconde. Du coup, plus c'est bas, mieux c'est. Parce que moins de temps on met pour faire le 100 mètres, mieux c'est. Donc là, on voit un individu, un ou une nageuse, qui finalement, entre 10 et 11 ans, commence à faire des compètes. Ah oui, j'ai oublié de dire, pardon, la base de données qu'on avait, c'est le recueil de toutes les compétitions faites en France pour tous les licenciés. Donc c'était genre 300 000 licenciés, toutes les compétitions qui avaient lieu en France entre 2002 et 2016. 10 millions de lignes, un truc comme ça. Alors après, voilà, pour toutes les nages, le papillon, rôle d'eau, etc., du 50 au 1500 mètres. Et donc voilà, il ou elle commence la natation vers ici, et puis bah, après il y a des compètes, et puis on voit que ça progresse tranquillement, le temps baisse d'une 10-15 de secondes, c'est favorable, avec des variations, plus ou moins bonnes performances, blessures, ce genre de choses, donc ça, les choses qui arrivent. Et donc ça, c'est pour une personne, mais évidemment, bah, on a observé, comme je vous ai dit, plein d'individus différents, et là, je vous ai mis en bleu un autre individu qui a commencé sa carrière, entre guillemets, un peu plus sur le tard, mais avec déjà un bien meilleur niveau, et on voit voilà, des compétitions régulières, et c'est assez classique, on a souvent des trous comme ça dans les saisons, parce que les compétitions sont beaucoup en été, et le reste du temps, c'est surtout des cycles d'entraînement. Quelque chose qui est absolument fondamental, et notamment quand on a l'habitude de faire un peu des stats multivariés, c'est que ces choses-là, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des séries temporelles, mais c'est des séries temporelles qui sont irrégulières, mais qui sont genre vraiment bien irrégulières, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment jamais 2 points qui sont observés en même temps. Si on ne peut pas observer en même temps, il n'y a pas le même nombre d'un individu à l'autre. Certains ont fait 3 compètes, certains en ont fait 200. Donc, on n'est pas fichu d'aligner 2 points. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, ce machin-là, vous oubliez à tout jamais. Ce tableau, il est absolument impossible à définir. Donc, votre matrice que vous voulez inverser pour résoudre un système linéaire, voilà, vous foutez à la poubelle 99% de la littérature à ce niveau-là. Et de toutes vos méthodes favorites. Donc, il va falloir trouver des combines. Pour essayer de comparer ces 2 personnes-là. Est-ce que voilà, cette personne-là ou cette personne-là ont des performances proches? Est-ce qu'elles peuvent être considérées avec le même pattern de progression? Quelles sont les performances qu'on peut attendre d'elles dans le futur? Ça, on va voir. Une chose qu'on avait en tête, et ça c'est plutôt pour la fin de l'exposé sur la façon dont on regarde les méthodes, parce qu'il y a forcément des coûts computationnels qui sont associés quand on veut faire des prédictions, c'est qu'on avait relativement ce qu'on considère comme être peu de points de données par nageur. De quelques-unes, 3-4 à 200 maximum, évidemment. C'est rare quand même les personnes qui entre 10 et 20 ans ont fait plus de 200 compètes. Et comme je vous l'ai dit, bon, voilà, elles ne sont évidemment pas au même âge, mais ça c'est le cas. Par contre, on avait beaucoup d'individus. Je l'ai dit, 300 000 licenciés. Donc là, c'était gentil quand on affichait 2 personnes. Sur la base de données sur laquelle que vous pourrez manipuler, et puis que je vous présenterai maximum, il y en a 3456, je crois, les nageurs. Là, je vous en ai mis 100. Bon, c'est déjà le merdier, hein, on ne voit plus rien. Donc c'est là où on comprend que pour faire le tri dans tout ça, il va quand même falloir s'armer d'un petit peu de méthodo. Sinon, voilà, on ne peut pas juste regarder des graphes et dire des trucs intelligents, ça ne va pas être possible. Et donc, comme je dis, ça, c'est un exemple de données fonctionnelles qui arrivent dans le sport. De manière générale, tout ce qui concerne le temps, l'espace,
n'importe quel continuum va vous générer des données fonctionnelles. C'est-à-dire que là, effectivement, on regarde un truc qui évolue au cours du temps, ça va être une série temporelle, mais il faut aussi penser que des joueurs qui se déplacent sur un terrain, ils sont en train de se balader sur un axe XY. Donc ça aussi, c'est un continuum. Donc là aussi, on peut traquer ça comme des données fonctionnelles. Un ballon qui bouge, un danseur qui se déplace sur scène, plein de choses. Dès que vous voyez un continuum quel qu'il soit, vous avez des données fonctionnelles derrière. Bon, et maintenant, on commence à rentrer un peu dans le dur parce que ça va assez blablater. Quelle est donc la première étape qu'il faut faire quand on veut analyser des données fonctionnelles? Il faut déjà commencer par avoir des fonctions. Parce que là, vous dites que je vous arnaque un peu depuis tout à l'heure, je vous montre que des séries de points. Donc ça, voilà, c'est juste des séries de points, quoi. Même si on en a 200, ça fait beaucoup, mais ça ne fait toujours pas une fonction. Une fonction est un objet infinidimensionnel, comme vous le savez. On peut voir ça de manière un peu naïve, comme une infinité de points collés les uns aux autres très très proches. Et c'est étonnamment une excellente façon de voir les choses quand on veut s'attaquer aux données fonctionnelles. Et donc, à partir de nos séries de points qu'on a, on voudrait reconstruire une fonction complète, donc une jolie courbe bien comme il faut. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Je vous l'ai montré. Ça ressemble à rien. On a des points qui ne sont pas alignés, on a des objets qui ne sont pas comparables entre eux. On a des vecteurs qu'on ne peut pas comparer puisque ça n'a aucun sens. Par contre, si à partir de chaque série de points pour chaque nageur, on trace une fonction qui représente bien ces points, eh ben, on aura complexifié notre problème dans le sens où on n'aura plus juste des vecteurs, on aura des fonctions, donc c'est des objets plus compliqués à manipuler, mais qui deviennent comparables. C'est-à-dire que je peux comparer une fonction à une autre fonction, c'est la même chose. Donc c'est ça l'astuce. Complexifier temporairement notre problème pour avoir le droit de comparer les gens entre eux. Et comment est-ce qu'on fait ça? Une méthode vraiment très classique en littérature, c'est de décomposer notre fonction f de t, qui est l'objet qu'on aimerait construire, dans une combinaison linéaire de ce qu'on appelle des fonctions de base. Et les fonctions de base, qu'est-ce que c'est? Si vous avez, c'est pour ça que je vous demandais, une bonne idée de ce que c'est l'algèbre linéaire. Donc, si vous vous rappelez, dans l'algèbre linéaire, vous aviez des vecteurs de base, enfin, du coup, des bases des bases de R, R2, R3, etc. Qu'est-ce que c'était? C'était des vecteurs que j'aime appeler vecteurs légaux. C'est-à-dire qu'à partir d'un nombre réduit de vecteurs, vous pouviez reconstruire n'importe quel point de l'espace. Donc, si vous étiez dans R3, typiquement, vous aviez 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et à partir de ça, en fait, il suffisait de multiplier par un coefficient n'importe lequel de ces trois ou les trois en même temps et de les sommer, et vous pouviez vous balader partout dans l'espace en 3D. Ici, on est juste une combinaison de un coefficient fois ça, plus un coefficient fois ça, plus un coefficient fois ça. Bon, là, c'est la même chose. Sauf qu'ici, ce qu'on doit définir, c'est une base de fonctions. Et pour ça, il existe plein de bases de fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle une base de spline. Et en fait, avec ces fonctions-là, la rouge, la verte, la rouge, bleue, rose et violet, il faut vous convaincre qu'il y a des gens qui sont embêtés dans les années 70 à montrer que ça, c'était une base de fonctions entre 0 et 1. Donc, à partir de ces trois fonctions-là, on peut aller construire tout un tas de fonctions très flexibles, évidemment bien plus compliquées que juste ces petites bosses-là. Donc, les phi que vous voyez ici correspondent à ces courbes en couleur, et on a donc des paramètres libres, les alphabets ici, qui sont des coefficients qu'on peut définir. Alors, avec un jeu de coefficients en particulier, va correspondre une et une seule fonction. Et puis inversement, si on a une fonction, on peut normalement pas forcément la décomposer exactement, mais au moins bien l'approximer à partir d'une écriture comme ça. Est-ce que tout le monde est au clair là-dessus? Ok. Impeccable. Et donc, finalement, ça c'est bien beau, c'est un truc qu'on peut écrire comme ça, mais nous, à partir de nos points, en fait, on sait aussi qu'on a une méthode pour estimer la meilleure fonction, en tout cas une fonction optimisée, où les alphas sont optimisés grâce à nos données, pour reconstruire une fonction qui ressemble à quelque chose. En tout cas, qui est assez proche des données qu'on avait. Et ça se fait très bien. Alors, dans des cas restrictifs, là, ça ne résout pas du tout le problème que je vous montrais juste avant. Il faut qu'on ait les données alignées, il faut qu'on ait une matrice inversée, etc., etc. Donc, si vous regardez les gens un par un, ça va, on peut le faire. Si vous commencez à les regarder tous ensemble, ça devient un peu le bazar. Mais avec un pauvre moindre carré où f de ti, c'est nos données, parce qu'on a observé à tous les instants ti, ça, c'est la quantité qu'on veut optimiser, enfin, on veut optimiser les alphas. On minimise l'erreur de quadratique et on est tout. Bon, c'est formidable. Si jamais un jour vous faites de l'analyse de données fonctionnelles, vous allez forcément croiser ce monsieur en jaune, ce livre en jaune,
et ces deux fameux auteurs, Ramsey et Silverman, qui vont vous expliquer à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cette approche-là. Donc l'analyse de données fonctionnelles, qu'on va appeler paramétrique, où on fait typiquement ce genre de choses. On va étudier les différentes bases de fonctions qui existent. On va étudier, est-ce qu'on est dans un cas de figure où on veut faire de l'interpolation ou du smoothing. Et je suis désolé, j'ai toujours pas de traduction française pour ça, du lissage. Donc interpolation, c'est-à-dire qu'on veut passer exactement par tous les points. On sait que quand on a collecté nos données, on n'avait pas d'erreur de mesure. On sait que c'est ça et c'est pas autre chose. Alors, ce qui est rarement le cas dans la vraie vie, mais ça peut arriver. En tout cas, on considère que les erreurs sont suffisamment petites pour pouvoir les ignorer. Ou des fois, quand on sait que notre phénomène est plus ou moins aléatoire, qu'il y a une composante stochastique quelque part, ou qu'il peut y avoir des erreurs de mesure, on se dit que c'est un peu une mauvaise idée de faire ça, parce qu'on peut tomber facilement dans des problématiques de surapprentissage. Typiquement, si ça se trouve, en fait, ici, c'était plutôt une ligne droite, mais les fluctuations ont fait que ça a bougé. Donc, si on veut éviter ça, on va plutôt aller sur une approche lissage, où on veut passer raisonnablement proche des points, et ce que je mets derrière raisonnablement, et ben ça, c'est des critères qui peuvent être optimisés. Là, certains pourraient considérer qu'on est un petit peu en sous-apprentissage, dans le sens où on a une tendance très globale, mais on pourrait quand même se permettre d'être un peu plus proche des points. Voilà, tout ça, c'est des compromis qui s'optimisent. On peut faire des critères quantitatifs, définir des validations croisées, des machins, on optimise. Bref, toute la tambouille que vous pouvez faire avec ça, c'est dans ces 300, 400 pages. Il en a fait plein de versions. La première sortie en 97, la dernière en 2006. Et vous avez déjà une bonne base pour regarder les problèmes. Donc, comme je vous ai expliqué ici, pour des fonctions relativement lisses de ce type-là, on va typiquement utiliser des bases de spleen, qui sont des polynômes par morceau. Donc, vous imaginez, vous prenez vous voyez les polynômes, les paraboles, les hyperboles, ce genre de choses, les fonctions cubes. Et ben, vous en prenez des petits morceaux, vous les collez les uns aux autres pour essayer de faire coller ça à votre fonction. Vous avez plutôt utilisé des bases de données, des fonctions de base, des fonctions de, je vais y arriver, de Fourier, des bases de Fourier pour modéliser des phénomènes périodiques, où on a des signaux qui se répètent, et ce qu'on appelle des ondelettes pour des phénomènes multi-échelles. Vous imaginez des fractales, typiquement. On a un même pattern qui se répète à différentes échelles. Grand, petit. Voilà. Une des méthodes qui est beaucoup discutée dans ce livre et qui est de manière générale extrêmement utilisée en analyse de données fonctionnelles, tout comme en analyse de données multivariées, on a des ACP un peu partout dès qu'on va faire de la réduction de dimensionnalité ou plein de choses intéressantes. Mais en fait, peut-être même encore plus en données fonctionnelles, parce que finalement, on a moins d'arsenal technique, donc celui-là, il revient tout le temps. C'est un peu le même principe. En fait, on a un théorème qui est relativement imprononçable, mais je vais essayer quand même, Karhunen-Love, je crois, qui nous dit ce truc qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la décomposition des fonctions, c'est que n'importe quel processus stochastique que l'on centre, il peut s'exprimer comme une somme infinie de coefficients fois des fonctions qu'on appelle des fonctions propres. Donc, comme la même notion que les valeurs propres, vecteurs propres, vous vous rappelez, c'est encore une fois algèbre linéaire. Je reprends mon R3. Si je veux parler de. C'est un peu loin ce que je vais raconter, mais en gros, je peux exprimer une fonction, en tout cas un opérateur dans R3 qui va en gros tordre l'espace. Et ça, en fait, on peut l'exprimer en faisant de la diagonalisation et tout ce genre de joyeuseté en termes de valeurs propres, vecteurs propres, où en fait, on va définir les directions de plus grande variance de nos données. On va essayer de regarder notre jeu de données, on va le tourner dans tous les sens pour voir où est-ce que les points sont les plus dispersés. Parce que si les points sont dispersés, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Car si je regarde 15 personnes qui font tous la même taille, l'information que j'ai, c'est un chiffre. C'est-à-dire ils font tous 1m83. Si je regarde 15 personnes qui ne font pas la même taille, je vais avoir 15 données, entre guillemets. Donc j'ai beaucoup plus d'informations. L'idée derrière l'ACP, c'est ça. Regarder les directions dans lesquelles les gens sont plus différents. Comme ça, je vois plus de choses. Et donc, dans le cas de nos points en 3 dimensions qui sont un petit peu partout, j'essaie en gros de m'orienter pour que, hop, c'est selon cette direction-là que mon nuage de points est le plus dispersé. Et donc là, on va créer ce qu'on appelle une composante principale. Et ensuite, je vais créer d'autres composantes principales qui sont décorrélées de la première, donc qui ne donnent pas la même information, mais qui aussi maximisent la dispersion sur cette nouvelle axe.
Ça, c'est dans le monde multivarié. Et dans le monde fonctionnel, c'est un peu plus technique, mais c'est ça aussi. On va regarder les directions de plus grande variation de plusieurs fonctions. Bref, ça s'exprime comme une somme infinie. Vous avez compris le délire. On va faire comme pour les données multivariées. En fait, au lieu de regarder jusqu'à l'infini des dimensions qui sont de moins en moins informatives, on va couper à un moment en disant que le reste, ça ne nous raconte plus grand-chose d'intéressant. Et on va faire ce magnifique... je ne sais plus comment on appelle, elbow-plot. On va chercher le coude. C'est-à-dire à partir de combien de fonctions de base, de fonctions pardon, propres, on peut s'arrêter parce que finalement la variance exprimée, elle est suffisamment petite pour que l'on dise on s'en fout. Et là, pour ménageur, c'était 3 ou 4, en fonction de vous voyez où est-ce que votre coude il commence, où il finit. Et par là, quoi. Et à quoi ça ressemble ensuite? Donc là, dans ce cas-là, je m'étais dit, allez, 3 fonctions propres, c'est déjà pas mal. C'était pour justement le jeu de données des nageurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et ouais, il faut un peu plus s'accrocher pour comprendre ce que ça veut dire. Mais en vrai, c'est jouable. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit qu'entre 12 et 20 ans, voilà, donc la première fonction de base, c'est la première fonction propre, je vais y arriver, c'est la noire ici. Et ce qu'elle vous dit en gros, c'est qu'elle va faire des différences, elle va repérer les différences des individus, surtout entre 12 et 16 ans. Donc elle va vous parler, elle vous dit que la première variation qu'il y a d'un nageur à l'autre, c'est surtout d'où ils partent, en gros. C'est surtout là qu'ils partent, et en fait, quand elle plonge à 0 comme ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on est plutôt centré. On a des gens un peu en dessous, au-dessus, mais on n'a pas de déviation à la moyenne qui est particulièrement notable. Alors que les variations, elles sont très grandes, et en fait, on le voit assez bien, là je ne vous ai pas montré le jeu de données complet, mais c'est normal, on a des gens qui sont juste vraiment très très nuls quand ils commencent. Alors que si on entraîne les gens pendant 5 ou 10 ans, ils vont toujours pas être aussi bons les uns que les autres, mais les différences vont être plus subtiles, quoi. C'est pour ça que vous faites un 100 mètres, vous, là, tous entre vous, et alors 10 secondes de différence entre le premier et le dernier, alors qu'un 100 mètres olympique, ils ont 3 centièmes. C'est un peu logique. Et on voit finalement donc, que les différences à la fin ne sont pas si importantes. Ensuite, la deuxième valeur propre, malgré tout, elle nous informe sur les valeurs, les différences à la fin. Et puis, voilà, rien de très subtil, mais la troisième, elle nous informe au milieu. Donc, si on voulait réinterpréter ensuite notre jeu de données, alors là, je ne vous fais pas tout le topo, parce que ce n'est pas un cours sur la FPCA, mais on pourrait justement analyser en regardant chaque fonction propre, et projeter donc, nos courbes sur la fonction propre en question pour essayer de, si vous avez fait des ACP avec votre premier plan factoriel, etc., dire quand c'est à gauche du graphe, c'est qu'on est... je ne sais pas de nos jours avec quel jeu de données. Est-ce qu'on fait toujours les iris de Fisher et compagnie ou on fait des trucs plus évolués que ça? Ou les données Décathlon? Vous n'avez pas ça? Iris de Fisher? Bref. Longueur des pétales, largeur des sépales et tout. C'est bien de voir que ça évolue. Bref, même délire. Vous pourriez faire ça mais avec des fonctions, ça pique un peu plus la tête, mais franchement, c'est bon. Et si on veut aller sur les machins qui font vraiment mal au crâne, je vous en parle, mais alors je ne vais pas vous en parler plus pour 2 raisons, parce que ça va vous ennuyer à mourir, et surtout parce que je ne suis pas compétent. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Donc de l'analyse de données fonctionnelles non paramétriques, en plus il y a des gens qui font ça, c'est des Français à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, c'est très bien, c'est très compliqué, c'est des maths sophistiqués comme tout. Alors ça c'est non paramétrique dans le sens où on ne peut plus écrire un modèle comme on avait jusqu'à maintenant avec une décomposition avec un nombre fini de coefficients. Non paramétrique, ça parle très très mal son nom, parce que c'est complètement, en fait, on regarde quand même des paramètres, mais on ne regarde pas un nombre fini de paramètres quand on fait du non paramétrique. On dit juste que le nombre de paramètres croît avec le nombre de données. En gros, on a quand même une infinité de paramètres. Donc, ça m'a pris, genre je crois que c'est à la fin de mon master que j'ai compris ça, du coup je vous donne le tips. Hein. Ça m'a gonflé pendant 2 ans, de voir des gens qui parlaient de non paramétrique tout le temps, alors que je voyais des paramètres quand même qui traînaient. C'est juste qu'il y en a un nombre infini, comme ça vous le savez. Et là, en fait, il y a plein de trucs qui tombent par terre, quoi, parce qu'on ne peut plus recréer nos fonctions à partir de nos petites fonctions de base, c'est cool. Donc, ils font des trucs horribles, c'est-à-dire qu'ils définissent des semi-métriques, donc des choses qui sont presque des métriques, avec des choses qui sont presque des normes, pour calculer des choses qui sont presque des distances entre les fonctions. Voilà. Et ce qu'il y a derrière presque, eh ben, vous lirez. Je l'ai lu à l'époque, j'ai oublié entre-temps, et j'en suis content. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est de dire que tout ce qui nous intéresse pour faire en fait, souvent pour faire des stats et les heuristiques auxquelles vous pouvez penser, par exemple pour faire du clustering, pour faire des comparaisons entre fonctions, pour faire de l'exploration, ça va être de voir
de justement calculer les distances entre individus. Donc là, dans notre cas, les distances entre courbes. Donc en fait, quand on a la notion de distance, après, on peut réutiliser un petit peu toutes nos idées de Kamins. Donc on peut regarder quels sont les plus proches les uns des autres, on en fait des paquets, etc. Blablabla. Donc une fois qu'on a fait des horreurs pour reconstruire un truc qui ressemble à une distance pour les fonctions, on peut remettre ça dans des idées un peu gentilles qu'on fait normalement en analyse multivariate. Et après, une autre stratégie qui fait moins peur, mais qui est aussi assez populaire, parce qu'elle n'est pas dénuée d'efficacité, c'est les modèles mixtes pour les données longitudinales. Donc, si vous êtes un peu familier des modèles mixtes, alors le problème, c'est le vocabulaire, c'est le bazar, mais en gros, il faut partir du principe que c'est un modèle de régression linéaire, à peu de choses près. Donc vous avez des variables explicatives, une variable de sortie que vous voulez prédire, expliquer, et vous dites que c'est une somme de ces termes-là, et vous ajoutez ce qu'on appelle, alors certains appellent des effets aléatoires. En gros, vous ajoutez une couche d'incertitude. Vous êtes typiquement, plutôt que de juste faire une bête régression linéaire entre, je ne sais pas, la taille, le poids des gens et puis leur performance sur 100 mètres, en se disant que c'est juste une fonction de ça, et bien vous dites aussi qu'il y a des variations individuelles. Donc vous allez rajouter un petit plus avec une gaussienne avec un terme de variance. Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont plus douées, moins douées, peu importe. Et ces choses-là, ça marche très très bien. En général, c'est des modèles un peu plus sophistiqués que la régression linéaire classique. Mais ça reste simple de se dépatouiller avec ça mathématiquement parlant, mais c'est relativement puissant quand même. Arriver avec une nouvelle méthode, même avec du machine learning sophistiqué, et battre un modèle mixte, c'est pas trivial, quoi. Il faut bosser un petit peu en général pour réussir à battre ça. Et il s'avère qu'il y a des gens, ils se sont dit, je ne vais pas réfléchir plus que ça, moi j'ai des données temporelles, je vais juste foutre le temps comme un input, comme une variable explicative. Ou un effet fixe, vous appelez ça comme vous voulez, il y a plein de vocabulaire différents. Et alors c'est un peu naïf, parce que normalement, en fait, ces modèles-là, ils sont designés pour ce que je vous ai montré tout au début, des variables qui n'ont aucun rapport d'ordre entre eux, qui n'ont pas de smoothness, etc. Mais on peut quand même approximer ça en balance le temps là-dedans, on fourcit tout, et ça nous dit quand même un peu quelque chose de temporel. Alors, c'est pas propre dans le sens où on ne considère pas le temps comme un élément spécifique du modèle, et c'est OK. Toujours tout le monde avec moi? Ça va, c'est pas trop chiant? OK. Ça là, j'aime bien. Parce que ça aussi, c'est un truc, j'ai pigé ça au bout de 3 ans de thèse, et c'est complètement débile. C'est complètement débile parce que... mais en même temps, c'est puissant philosophiquement parlant. Pourquoi? Donc, vous avez entendu parler de la malédiction de la dimensionnalité? Donc, en gros, qu'on a des méthodes qui, quand on commence à aller en grande dimension, ça ne marche plus, et pas seulement parce que c'est dur à calculer, mais parce que, comme encore là, la notion de distance et de proximité dans grande dimension, elle est complètement fucked up, parce que tout est loin de tout. Typiquement, c'est ça, être à une distance, être sur le carré d'arête 1, en dimension 1 ou 2, on voit, en fait, si vous prenez la diagonale d'un carré en dimension 1, ça fait racine de 2, mais en dimension 2, 3 et 4, etc., ça va faire racine de 2 puissance la dimension du truc, et ce machin-là, ça devient très vite, je sais plus si c'est très grand, très petit. Bref, dans un espace en 17 dimensions ou 500 dimensions, tout le monde est loin de tout le monde. C'est comme le vrai espace, je veux dire, quand on sort de la Terre, tout est hyper loin et on ne se rend pas compte à quel point c'est loin. Et donc tout ce qui est un peu basé sur une notion de distance, donc comme on y revient, les moindres carrés, les plus proches voisins et ce genre de choses, n'a plus de sens parce qu'en fait, essayer de regarder qui est l'étoile la plus proche entre une qui est à 14 années-lumière et l'autre qui est à 14,3 années-lumière, c'est juste archi loin, quoi. On s'en fout, les deux sont hyper loin et de toute façon, c'est pas très important de savoir s'il y en a une qui est raisonnablement plus près. Et donc c'est ça en général la malédiction de la dimensionnalité. Et donc tout un tas de méthodes en souffrent et c'est dommage, mais en analyse de données fonctionnelles, pas trop. Ça nous arrive très très peu. Les méthodes qui sont développées sont en général très robustes à la dimensionnalité. Et qu'est-ce que j'appelle la dimensionnalité ici? Vous allez me dire, parce que là, c'est un peu l'arnaque. Depuis tout à l'heure, on parle de fonctions, c'est des objets qui sont infinidimensionnels. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros que ça? Ouais, ils sont infinidimensionnels, certes, mais malgré tout, quand on observe des choses, quand on observe les points, vous avez bien vu qu'on n'observe pas une fonction, on observe quand même un échantillon comme je l'ai dit, de mesures ponctuelles de la fonction. Et ça, on a beau en avoir plein, et aussi potentiellement, on peut regarder plusieurs fonctions d'un coup. Ça marche toujours bien. Mais pourquoi? Donc, quel est le miracle qui fait qu'on souffre très peu de ça? Ça revient exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui est important dans les données fonctionnelles,
c'est qu'elles soient lisses et bien rangées. Et si elles sont lisses et bien rangées, et qu'y a-t-il de plus bien rangé qu'une courbe qui est en fait une droite, bien plate comme ça? Bah, pas grand-chose. Et donc, intuitivement, pour vous, c'est quoi la vraie dimension de ce truc-là? Cette fonction. Ça, c'est un objet infinidimensionnel. D'accord? C'est une courbe qui va de moins l'infini, elle vaut 10, et en plus l'infini, elle vaut 10, et n'importe où entre les deux, elle vaut 10. Pour vous, c'est quoi la dimension de ce truc-là, même si, en vrai, sa dimension est infinie, parce qu'elle est caractérisée par une infinité de nombres collés les uns aux autres. Tu avais la bonne réponse, mais tu ne veux pas la dire à l'oral. Ouais, complètement. Parce que si je vous dis combien de nombres il vous faut pour la caractériser entièrement, bah, un seul nombre, ça suffit. Vous me dites 10, vous m'avez tout dit sur la fonction. Et en fait, une fonction qui serait vraiment pas lisse, une fonction qui ne serait pas une fonction typiquement, enfin, en fait, qui serait un truc complètement erratique, qui partirait. Vous avez entendu parler de mouvement brownien? Ouais, imaginez, vous prenez ça, vous le jetez en l'air et tous les nombres, tous les points, ils retombent à la vitesse qu'ils veulent. Bref, il y a des points partout. Et bien ça, pour caractériser entièrement la fonction, il faudrait autant de points que l'on envoie ici sur le graphique. Donc une fonction avec des variations très très rapides, complètement erratiques, elle a effectivement intuitivement une dimension très très haute parce que on va devoir la caractériser à plein d'endroits différents. Et en fait, plus une fonction est lisse, donc plus une fonction a des variations qui sont lentes, et plus en fait on a la même valeur ou presque la même valeur souvent, plus la dimension intrinsèque de l'objet est petite. Donc même si je ne fais pas un truc aussi débile que ça, c'est-à-dire une ligne droite, mais que allez, je fais une petite vague comme ça, et puis... ouais, non, ça c'est pas une bonne idée. Une petite vague comme ça, une petite vague comme ça, ou alors même une fonction escalier. Enfin, le truc un peu moins débile que ça, c'est une droite là, puis ensuite on tombe, et puis on a une droite là, et il suffit de deux nombres pour la caractériser. Bref, donc on voit qu'encore une fois, cette notion de smoothness, à quel point notre fonction est lisse, ça, en fait, nous prémunit de tout un tas de mauvais comportements. Et en fait, quand les gens disent « Ah, les fonctions, c'est des objets hyper compliqués de dimension infinie, c'est le bordel », oui, un peu, mais surtout non. Surtout, en fait, c'est des objets qui ne sont pas si compliqués parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est justement, non, les variables que je regarde ne se baladent pas dans tous les sens n'importe comment, elles évoluent tranquillement. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable pour plein d'algorithmes qu'on peut développer. J'ai juste le temps. J'ai l'impression de passer une plombe sur chaque slide. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas faire des trucs vraiment utiles? Parce que là, c'est cool, on parle de fonctions, philosophie, les dimensions, tout ça. Mais qu'est-ce qui nous intéresse avec nos fonctions? Souvent, un des premiers trucs qu'on veut faire, au-delà de l'analyse exploratoire, donc la FDR, donc l'analyse de données fonctionnelles, un peu au sens classique, sur le grand paradigme des stats qui va être l'exploration, l'explication, la prédiction, elle se base surtout sur les deux premiers aspects, exploration, explication au mieux. La prédiction, elle laisse ça assez largement de côté parce que ça ne marche pas bien et parce que c'est un problème qui est compliqué. Mais du coup, donc sur la partie exploration, on a vu, on fait de l'ACP, on regarde les principales courbes de variation, on fait des graphes, bref, on s'amuse, on regarde. Pour la partie exploration, on va déjà essayer de mettre un peu plus de modélisation et aller regarder des problèmes qui sont moins triviaux. Celui du clustering est hyper classique en statistique, on appelle aussi analyse régressive non supervisé. C'est quoi le mot en français pour apprentissage non supervisé, pardon. Donc, on a l'apprentissage supervisé qui est la régression, et on a l'apprentissage non supervisé qui est le clustering. Pareil, hein, si vous galérez avec la nomenclature, c'est cadeau. Et qu'est-ce que ça va revenir? C'est en fait dans tout le fourre-tout que je vous ai montré tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire des paquets de fonctions qui se ressemblent? En gros, est-ce qu'on a des nageurs qui ont les mêmes tendances de progression? Est-ce qu'on peut détecter des patterns un peu classiques, un peu typiques? Et pour ça, il y a pas mal de stratégies. Là, je vous les ai résumées ici. On part d'un phénomène fonctionnel classique, on les observe à différents points donc, discrets, et on a ce que je vous ai présenté un petit peu au début, les two-steps méthodes. Donc, on va commencer par reconstruire une fonction à partir d'une fonction de base ou de FPCA, si jamais on veut quelque chose d'un peu optimal. Et puis, après, on fait juste du clustering tout bête. Parce qu'en fait, une fois, alors tout bête, pas complètement, parce que là, vous allez me dire, c'est de la gruche, pourquoi tu ne fais pas juste du clustering sur données multivariées dès le début? Non, parce qu'en fait, on ne fait pas ça sur les données originales qu'on a observées, on fait le clustering sur les coefficients alpha, je vous l'avais dit tout à l'heure. Vu que tous les individus partagent la même base de fonctions, les petits phi qu'il y avait au début,
est commun à tout le monde. La seule chose qui change d'un individu à l'autre, d'une fonction à l'autre, c'est les petits alpha, les coefficients qui nous donnent la valeur devant chaque fonction. Et si en fait on fait le clustering sur ces coefficients, alors ce qu'on regarde, c'est bien une fonction, mais on traite aussi chaque individu uniquement, parce que la décomposition en fonction de base est unique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il existe une seule décomposition de ce point-là dans l'espace en 3D. Donc ça, c'est en gros, on le fait en 2 fois. On triche en construisant des fonctions et ensuite on fait comme d'hab. Ça, c'est on a bien la vie du début à la fin. En gros, ce que je vais dire, on définit des notions de distance presque, et ensuite on garde des stratégies heuristiques qui marchent dans le monde des pas fonctions. Et ce qui est plutôt donc model-based, là, ça c'est des choses que j'aime bien faire, mais vous verrez après pourquoi. Parce que notamment, on peut faire ces choses-là, qui sont des approches probabilistes. Et ici, donc on va tout simplement définir un modèle. Donc on va on va assumer que nos données viennent d'une certaine distribution. Si on ne va pas s'embêter, voilà, on dit que c'est gaussien, qu'on a une likelihood, éventuellement on fait des hypothèses a priori, blablabla. Je ne vous en parle pas beaucoup plus parce que je vais vous en parler beaucoup trop bientôt. Donc bref. En tout cas, on part d'une approche basée sur un modèle dont on fait l'hypothèse à un moment. Et puis là, on va se retrouver avec une machinerie qui est beaucoup plus sympathique. Une fois qu'on a fait ces hypothèses-là, on a la théorie des probabilités qui vient de notre secours pour nous donner plein d'outils pour faire du clustering dans ce cas de figure. En gros, on va aller calculer la probabilité qu'un individu appartienne à tel groupe, etc. On va définir des groupes. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas oublier que c'est quand même le bazar, une fois qu'on a dit ça. C'est pas hyper facile. Là, il y en a 100. En fait, il y en a 34 fois plus des points. Et pour faire quand même le tri dans tout ce machin, il faut bosser un peu. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des gens dans les années 70 et 2000 qui ont bossé pour nous. Donc, on prend leurs algos. Et puis, voilà. On arrive à faire des choses. En plus, je dis des bêtises parce que cet algo-là que j'ai volé honteusement à des collègues qui étaient à Lyon. Il a été fait en 2016, je crois, un truc comme ça. Il marche très très bien. Donc, l'algo FunHDDC, il s'appelle. Il marche très bien. Il a marché bien sur ce jeu de données-là, en tout cas, qui nous permettait donc de faire du clustering sur les données du 100 mètres nagé dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a identifié en fait un optimum à 5 groupes. 5 groupes qui vont nous définir assez bien les grandes tendances de progression pour les jeunes entre 12 et 20 ans. Donc sur 100 mètres nagés, c'était le. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que ça nous dit en gros? Et ça c'est rigolo parce que. Bon, je vous donnerai l'anecdote après. D'abord on décrit. Ça nous dit qu'on a en gros le cluster des gens en vert qui sont pas très bons au début et puis qui sont pas très bons à la fin. J'aime les appeler les nageurs du niveau départemental, sans aucune. Voilà, c'est très bien. Il faut aller à la piscine de dimanche. À peu près les mêmes mais en régional, en bleu. Voilà. Ils vont à la piscine le dimanche et le mercredi. Ceux qui sont bons tout le temps, en rouge. Donc eux, ils étaient très très bons étant jeunes, ils restent très très bons. Ils ne sont pas forcément beaucoup, mais ils existent. Et ceux-là, typiquement, ils sont hyper bien identifiés par les FED, les systèmes de détection. Ils ont toujours été excellents. Donc, ceux-là, on les a vus venir, ils sont restés, ils sont forts. Tout l'a réussi. Et souvent, ils sont beaux et ils sont énervants. Et il y a ceux-là. Et ceux-là, ils nous intéressent vachement plus. Parce qu'eux, ils avaient du potentiel, mais ils ne sont pas tous pareils. Il faut bien voir qu'on va avoir le groupe des gens en bleu qui sont bons, qui ont du potentiel, qui ne sont pas parmi les meilleurs, mais il y a de quoi faire. Et puis à partir de 15-16 ans, ils vont faire comme nous tous, ils vont s'intéresser à autre chose, la musique, les filles, les garçons, peu importe. Bref, ils s'amusent, ils vont au lycée. Et puis, ou alors juste leurs capacités physiques sont limitées, et puis c'est tout. Et puis souvent, ils arrêtent, ou alors ils stagnent. Et on a les autres qui ont la bonne idée de continuer, de persévérer, et surtout, en général, on s'en aperçoit quand on regarde un peu plus au cas par cas, de grandir ici. Donc en fait, ils étaient déjà très bons. Eux, c'est des rouges qui s'ignorent. C'est qu'ils étaient très bons, mais ils étaient en général très petits ou très peu importe pour le sport. Si c'est de la souplesse, de l'explosivité, peu importe. Mais ils avaient du retard souvent dans le développement physique ou tout un tas de choses. Et en fait, à partir de ce moment-là où les différences à ce niveau-là s'estompent et que tout le monde a grandi et tout le monde a eu sa puberté et tout ça, sont capables de rattraper, et même pour certains, alors là c'est peut-être un petit artefact, souvent c'est rattrapé, mais même des fois dépassé,
ceux qui ont toujours été bons. Et eux, ils sont intéressants. Parce que typiquement, quand on a été présenté ça aux entraîneurs de l'équipe de France de natation, alors les Philippe Lucas et compagnie, pour ceux à qui ça parle, on a fait un test avec mes potes matheux. On a dit, on va prendre un pool de gens qui sont là-dedans, un pool de gens qui sont là-dedans, et on va leur donner les noms pour voir s'ils les connaissent. Parce qu'ils voient quand même des dizaines, voire des centaines de nageurs tous les ans. Enfin, bref, ils sont au bord des bassins. Quoi. Et ici, c'était pas compliqué, on s'en doutait, ils en connaissaient 100%. Et on s'est dit, bon, à quel pourcentage ils vont en connaître dans cela? Le pourcentage, c'était 0 quand même. C'était pas beaucoup. Donc, malgré le fait qu'on leur donnait des noms de gens qui, au moment où on leur donne, à environ 16 ans, 15 ou 16 ans. Donc, au moment où ils ont en fait presque rattrapé déjà les autres. Et où ils ont une dynamique de progression beaucoup plus forte. C'est-à-dire que là, on est sur des gens qui progressent encore un peu, mais eux, ils progressent vraiment à fond. Ils sont presque au niveau des meilleurs, mais pas encore. Mais en fait, quand on regarde juste les grilles de temps chaque année, ceux qui sont 17e, on les regarde peu, en fait. On va regarder de 1 à 10, quoi. Et on ne sait pas si le 17e, en fait, il était 200e l'année d'avant. On ne voit pas trop ça. Donc, c'était assez intéressant. On s'est dit, OK, là, on tient peut-être quelque chose. Jusqu'à maintenant, on essayait d'être quand même relativement modeste. En face, ils entraînent des champions olympiques. Ils savent quand même très, très bien leur métier. Et il ne s'agissait pas de leur dire que c'était tous des cons. Ce n'était pas le cas. Mais au moins, il s'agissait de leur dire peut-être qu'on s'est gonflé pendant 2 ans à faire ça. Ce n'est pas trop débile ce qu'on est. En tout cas, on leur propose quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément vu. Et comment est-ce qu'on a eu ça? Il s'avère que si on fait le clustering directement sur les fonctions, sur les fonctions qu'on a reconstruites à partir de nos données, on n'a pas du tout ça en fait. On a un truc beaucoup moins intéressant. On se retrouve avec 5 strates, les unes en dessous des autres. En gros, les moins bons, les un peu moins bons, etc., jusqu'au meilleur. Pour faire ça, on a intégré, et ça c'était l'algo FNHGC dont je vous parlais, une deuxième, en fait on a considéré qu'on avait une deuxième variable qui était la dérivée de la fonction. Et ça c'est super cool avec les fonctions par rapport aux vecteurs, c'est qu'on peut considérer l'information dynamique, l'information des dérivées ou des intégrales. Et en fait, en intégrant ça dans l'algorithme de clustering, on a justement pris en compte le fait que, OK, il y a les différences de niveau, mais il y a aussi les différences de dynamique qui rentrent en compte. Et c'est là où on est capable d'identifier ce genre de choses. Et là, donc, vous avez les dérivés. Plus on est négatif, plus on a une pente qui descend, c'est-à-dire plus on progresse vite. Et donc, on voit bien ici, le cluster vert, il progresse très vite, mais c'est parce qu'en fait, ils sont pas ouf au début, donc ils vont très vite. Mais la différence, elle se fait là. Les gens qui sont souvent très bons, ils ont quand même une progression qui est régulière maintenant. Et la différence qu'on a identifiée tout à l'heure entre les bleus qui progressent bien mais qui finissent par stagner, voire régresser, et les roses qui arrivent à maintenir une progression vraiment presque linéaire tout du long. Voilà, c'est un machin qu'on a publié à l'époque, justement, où on commençait à bosser là-dessus. Donc ça, c'est l'histoire cool, où on fait croire qu'on dit des choses aux entraîneurs et que ça va révolutionner le monde, mais en fait, bof. Parce que c'est bien, on a identifié ça, mais ça, c'est une analyse a posteriori. Dire aux gens, vous avez raté ce mec-là qui a 20 ans et qui aurait pu être bon, c'est bien, mais c'est trop tard. Et donc, on a très, très peu de capacité de prospective en faisant ça. Et les outils, en fait, pourquoi? Parce que les outils mathématiques qu'on utilise, donc, c'est ce que je vous ai mis là, la FDA, c'est très bien, mais c'est vieux. Et c'est pas ouf, en fait. Dans le sens où il y a beaucoup de problèmes technique. C'est-à-dire que vu qu'on bosse à la base sur un intervalle qui est borné, quand on fait nos petites fonctions de base, je vous ai dit tout à l'heure, il faut donner l'intervalle qu'on a et on va mettre nos fonctions dans cet intervalle-là. Tout ce qui se passe aux bornes de l'intervalle, alors en dehors de l'intervalle, j'en parle même pas, c'est la cour des miracles, mais tout ce qui se passe au bord, c'est un peu pourri. Donc là, typiquement sur le cluster bleu, là, vous allez dire à un entraîneur, si vous le prolongez à 20 ans, il va arriver autour de 0 ou de 10 secondes. Vous arrivez à un entraîneur, vous lui dire, tu vois là ton nageur, normalement, vers 20 ans, il devrait faire un 100 mètres de natation en 10 secondes ou en moins 5 secondes. Vous pouvez arriver à des trucs comme ça. Et là, vous passez beaucoup plus pour un... Voilà. Et ça, c'est le problème quand on regarde, là tout à l'heure, les courbes que je vous ai montrées, c'est la moyenne sur un groupe. Donc, on va dire que les erreurs se compensent les unes les autres, ça ne se voit pas trop. Par contre, quand on regarde là, c'est des vrais individus ici, c'est une personne par courbe, et on a des trucs complètement aberrants, des gens qui font des secondes en 10 minutes, 100 minutes, etc., etc. Donc, on a des problèmes techniques sur juste le smoothing qui est vraiment pas bon. Les prédictions les capacités de prédiction sont vraiment pas ouf, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de mécanisme
on n'a pas un mécanisme, j'ai envie de dire, de quantification de la covariance, de la covariance ou des corrélations. C'est-à-dire qu'on se contente de mettre une courbe proche des points. C'est tout ce qu'on fait. Mais on ne se pose pas la question de savoir où est-ce qu'elle va être la courbe quand il n'y a plus de points. Donc quand il n'y a plus de points, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue tout droit, globalement. Donc continuer tout droit, c'est vraiment une bonne idée. Et un truc qui, moi, me tient particulièrement à cœur, et les gens... Voilà, je vais faire une grosse généralité, mais les gens en France, en général, s'en foutent un peu, mais c'est pour ça que je me suis exilé au Royaume-Uni, c'est parce qu'il n'y a pas de quantification de l'incertitude. Et la quantification de l'incertitude, c'est absolument capital, c'est-à-dire, c'est bien beau de dire notre fonction, je pense qu'elle se passe là, ou en tout cas, je pense qu'elle va aller là, je fais une prédiction, mais à quel point tu es sûr de ce que tu dis, mec? Est-ce que la fonction, elle est là, c'est sûr, ou est-ce qu'elle peut se balader n'importe où dans cette région? C'est pas du tout la même chose. Et surtout, quand on va commencer à faire des prédictions, et c'est ça notre objectif, si nos méthodes maths ne quantifient absolument pas l'incertitude, si pareil, si on va voir un entraîneur, mais ça peut être pareil si on va voir un médecin, ou si on va voir un banquier, encore pire, il va nous étriper, si on lui dit dans 1 an, je pense que cette maladie, ou ce nageur, ou cet actif financier, il va avoir cette valeur-là, il veut dire, ok, c'est cool, mais à quel point tu es sûr de ça? Est-ce que c'est une décision qui est risquée? Est-ce que tu... Enfin bref, voilà, s'il y a une décision, et encore plus une décision humaine qui se base là-dessus, c'est problématique. Et ça, c'est pas genre on peut améliorer la FDA en mettant des petits trucs par-dessus. J'imagine qu'on peut, il y a des gens qui peuvent, mais c'est un peu l'approche, le fondement de l'approche qui reste limité. C'est pour ça que je m'en suis détourné assez rapidement au bout d'un moment. Bon, on est au moment où j'ai fini de vous parler d'analyse de données fonctionnelles, j'ai envie de dire à la papa, quoi. Les trucs qu'on faisait dans les années 70 jusqu'à 2005, qu'on fait encore un peu aujourd'hui, mais ça, quand même, ça sent un peu... Avant de vous parler des approches probabilistes qui ont ma préférence, vous l'aurez compris, je vous ai mis un petit exemple de choses que les gens font dans la littérature, ont fait dans la littérature scientifique, et là je triche un peu parce que les gens en question c'est moi et les collègues, mais promis, après il y a des gens, c'est d'autres, qui en fait sont des problèmes d'analyse fonctionnelle, et des fois on les a regardés de manière un peu naïve, pas du tout comme ça, mais les comprendre comme tels peuvent nous aider à apporter de la méthodo utile pour l'application. Et dans ce cas de figure précis, je ne sais pas, je me tourne plutôt vers vous, est-ce que vous avez entendu parler de charge cumulée d'entraînement? Ouais. Et donc si je vous dis ACWR, WMA, ça vous parle ou pas? Acute chronic ratio, ou ce genre? Ou Tim Gavet, le mec qui a créé ça. Ça nous en est. Bref. En tout cas, souvent les gens dans le monde des sport science connaissent, ce qui m'étonne toujours, parce que je vais essayer de rester modéré. C'est pourri. C'était ma version modérée. Mais ça persiste. Ça persiste parce qu'en fait, en l'absence d'autre chose, les gens continuent d'utiliser des méthodes complètement naïves parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, et c'est normal, parce que ce n'est pas leur métier d'être matheux, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, quand on reprend un peu le problème et qu'on comprend les objets qu'on manipule, il n'y a pas du tout besoin de faire quelque chose de brillantissime ou d'hyper compliqué techniquement pour améliorer les outils qu'on a en question. Donc, qu'est-ce que c'est le problème qu'on a? C'est celui de la charge cumulée. Pourquoi? Les entraîneurs, ils demandent à leurs sportifs de s'entraîner chaque jour. Et le problème, c'est que si on s'entraîne trop, on se casse. Si on ne s'entraîne pas assez, on est nul. Et on aimerait tous s'entraîner un peu au milieu, juste avant de se blesser. Mais en fait, c'est combien juste assez? Ça, on ne sait pas. Et donc, ils veulent éviter la blessure et pour être capable de quand même de s'entraîner suffisamment. Et pour ça, ils ont besoin de traquer la charge d'entraînement. Et évidemment, si on s'est entraîné beaucoup un jour, le lendemain, on est fatigué, etc. On peut accumuler justement des petites blessures ou ce genre de choses. Donc, c'est important de traquer ça dans le temps. Et traquer ça dans le temps, ça veut effectivement dire, par contre, je me suis entraîné il y a 17 jours, l'effet que ça a sur moi aujourd'hui n'est pas forcément énorme. C'est beaucoup plus mon entraînement de la veille qui va avoir de l'importance que ça. Donc, comment est-ce qu'on regarde ça? Donc, les points de données qu'on va voir, typiquement, c'est ces petits points noirs ici. Alors, au cours du temps, on a un calendrier d'entraînement. L'entraîneur, il a noté blablabla les petits points. Et puis, voilà, workload pour charge d'entraînement. Quelles sont ces valeurs? J'en sais rien. C'est complètement arbitraire. Je crois que j'avais pris ça. Je crois que c'est les filles du foot moins de 18. Quand je bossais à l'INSEP, il y avait les filles de l'équipe de France qui étaient à côté. Et leur entraîneur, c'était lui qui voulait ces trucs-là. Et alors, à quoi correspond 40, 50, etc. J'en sais rien. Je sais
de minutes qu'elles ont courues. Bref, peu importe. On a une quantité qu'on veut traquer et on veut l'accumuler dans le temps avec un espèce d'effet décroissant. Et en fait, ce qu'on veut, c'est un genre de graphe comme ça qui nous dit au cours du temps, pas juste là tout à coup, en fait, quand je suis monté très très fort, l'effet de ce point-là, il va décroître dans le temps et on voit qu'effectivement ça fait monter la courbe ici, mais après ça redescend avec les points, bref, et qui nous permettent de traquer ça. Et là, ce que je vous ai affiché, c'est direct la solution, en fait, c'est ce qu'on appelle. Mais qu'est-ce que les gens faisaient avant? Ils utilisaient donc les deux indicateurs que je vous ai donnés ici, et celui-là, alors ça fait un nom compliqué, Acute Chronic Workload Ratio, qui est pour quelque chose d'assez simple, c'est pas compliqué, ils ont dit, vous prenez combien vous vous êtes entraîné une semaine, vous faites la somme de tout ça, vous faites la même chose pour les 4 semaines avant, et vous faites la somme de la semaine en cours divisée par les 4 autres semaines. Voilà, c'est tout. Donc, OK, vous êtes entraîné 7 heures cette semaine, vous êtes entraîné les 4 semaines précédentes en 35 heures, vous faites 7 divisé par 35, c'est fini. Et forcément, c'est pas ouf, hein, parce que ça veut dire que 4 semaines avant, c'est compté exactement au même niveau que la semaine en cours. Bref, il y a plein de problèmes. On peut avoir des divisions par zéro, on peut avoir des choses horribles. Et puis surtout, pour commencer à traquer, on peut commencer qu'à la 4e semaine. Et puis en fait, si on a des trous dans les données, ce qui arrive hyper souvent, parce qu'évidemment, on ne va pas demander aux athlètes de remplir des trucs tous les jours, tout le temps, etc., on ne peut plus calculer l'indicateur. Et alors celui-là, il est un petit peu plus sophistiqué, c'est une moyenne mobile avec des croissances exponentielles, et l'intuition est bonne, mais pareil, l'équation du truc, elle ressemble à rien, quoi. Et en plus, par rapport à ce que ça fait, pour la comprendre, ça m'a pris des plombes, parce que c'est une espèce de formule récursive qui s'appelle elle-même. Donc, pour décrypter le code de ce machin, c'était une enfer. Mais bon, voilà, la personne avait mis une spreadsheet Excel en ligne, donc forcément, tout le monde l'a utilisé, parce qu'il y avait une spreadsheet. Et des fois, l'outil n'a pas besoin d'être bon, il suffit qu'il soit accessible et tout le monde l'utilise. Et vous seriez surpris à quel point en science, ça arrive hyper souvent. Même dans des domaines genre la médecine très pointue, où on se dirait qu'il faut faire attention pour ne pas tuer les gens. Mais si. Bravo. Voilà. Donc, on a des données manquantes, c'est la vie, c'est comme ça, mais plutôt que le prendre en compte, on s'obstine à essayer de faire rentrer les carrés dans les ronds, et puis ça ne rentre pas. Et au lieu d'avoir un tracking au cours du temps, on n'est pas capable de l'afficher pendant les 3 quarts d'heure. Et donc ça, c'était utilisé dans la littérature scientifique et énormément dans les clubs et ce genre de choses. Et on s'est dit, on va essayer quand même de réparer ça, quoi, parce que ça n'a pas l'air hyper dur, et puis au moins le problème est résolu. Ce n'est pas une contribution méthodologique du tout folle. Donc ça, c'est pour vous dire qu'une fois qu'on a compris ce que c'était qu'une fonction et qu'on la considère comme telle, il n'y a pas forcément besoin de révolutionner le monde, en fait. On a déjà une vision sur le problème qui est beaucoup plus claire et valide mathématiquement parlant. Donc une fois qu'on a compris que notre workload, donc la charge d'entraînement, elle, est une fonction du temps, et en fait, encore une fois, ce n'est pas un truc qui saute d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui évolue continuellement dans le temps. Et donc en fait, on devrait voir ça comme quelque chose qu'on évolue continuellement dans le temps, et si on veut faire de la charge cumulée. Quand je vous dis, vous avez une fonction et je veux la cumuler, est-ce qu'il y a un truc qui vous vient en tête? Là, c'est pour savoir si vous avez bien compris vos cours de maths au lycée. Ou cumulative, peut-être. C'est vrai qu'on utilise le terme des fois. Je ne vous ai pas parlé comme ça, hein? Personne? Absolument. Une intégrale, c'est exactement ça qu'on fait avec une intégrale. Avec une intégrale, on regarde de gauche à droite notre graphe et puis en fait on compte à quel point on cumule la valeur de notre fonction. Et en fait, quand on calcule une intégrale, ce qu'on fait, c'est juste quelle est la moyenne. En fait, si on remplissait un grand verre d'eau avec ce qu'il y a sous la courbe, le but du jeu, c'était je mets toute cette eau là maintenant dans un seau, quel est le niveau du seau? Je le dis un peu vite, mais si pensez-y 2 secondes, c'est ça qui se passe. Et puis en fait, voilà, quand on a compris ça, on se dit, c'est évident, je vais juste faire ça. Et qu'est-ce que je veux intégrer de plus ici? Donc le côté intégral, il est ici. Dans le fait, alors évidemment, parce que nos données ici, on n'a pas besoin de s'embêter à faire toute la décomposition en B-spline, etc. On va juste approximer donc l'intégrale, la vraie intégrale fonctionnelle par une somme évidemment renormalisée. Et parce qu'on a des données qui sont ponctuelles, et c'est OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On a dit, la fatigue du jour d'avant, c'est un peu plus fort que la fatigue des jours encore avant.
Bon, bah, on colle une exponentielle là-dessus avec un coefficient alpha ici qui est décroissant et puis on s'en fout. Voilà, c'est fini. Vu qu'on a une exponentielle décroissante, l'importance du jour d'avant, elle va dépendre ici du paramètre alpha. Ce paramètre alpha, il peut être modulé en fonction des sports, parce que si tu as fait un match de rugby la veille, c'est pas la même chose que si tu en as fait un de tennis de table. Et j'ai fait les deux sports, donc absolument aucun shame pour l'un ou pour l'autre. Mais je vous assure, voilà, le lundi après un match de rugby, on a mal partout, on a envie de mourir. Après un match de ping, ça va. Et donc ce coefficient-là, il faut évidemment l'adapter d'un sport à l'autre. Et il ne faut pas dire, ah oui, il y a 4 semaines, ça vaut autant qu'hier. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, bref. On a regardé ça comme une fonction. Et puis là, vu que c'est donc une fonction, les données manquantes, ça n'existe pas. Pour une fonction, il n'y a pas de données manquantes. Il n'y a que des données qu'on n'a pas observées. N'importe quel endroit qu'on n'a pas observé, c'est manquant. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est juste considéré que OK, on ne les a pas observés ici, mais ce n'est pas grave. On va juste reconstruire le reste. Ce qu'on a observé, on va l'utiliser, on va l'analyser. Ce qu'on n'a pas, c'est comme ça. Et ça, en fait, on s'aperçoit que quand on génère là, des données, on fait des simulations avec des données que c'est uniforme, peu importe, avec cette méthode-là, donc en bleu, vous avez la base de données complète, en vert avec 5% de données manquantes, en rouge avec 30%. Donc on a les 5% de données, 30%, puis on est même monté jusqu'à 50, 80. Et en fait, on s'aperçoit que notre signal, il est quasiment, on arrive quasiment à reconstruire le vrai signal avec toutes les données en ayant ça. Donc en fait, le coût des données manquantes, on s'en fout complètement. Dès le jour 1, on peut commencer à traquer, et ce qu'on va traquer est quelque chose de correct tout du long, même si on n'arrive pas à observer tout le temps, finalement, c'est pas hyper important d'avoir l'exacte corrélation. Et puis si un jour vous vous amusez avec les données d'entraînement ou de peu importe, on a du coup fait un package R et une appli dédiée pour ça. Donc amusez-vous. On a essayé d'apprendre de ceux qui ont mis des spreadsheets online en se disant si au moins. Yes. Ça marche pour tout type de charge d'entraînement ou c'est... Ouais, non, ça, en fait, vu que c'est un outil méthodo, c'est complètement générique, donc tu peux l'utiliser pour tout type d'entraînement. La chose que je conseillerais, c'est de calibrer ça, en fait, de calibrer lambda ici. Parce que, comme j'ai dit, c'est ce lambda-là, ce coefficient, qui va contrôler la décroissance des coefficients. Donc, en fait, qui va te dire à quel point la charge d'entraînement de la veille est importante par rapport à celle des 2 jours avant, etc. Et ouais. Dans la continuité, c'est-à-dire que le lambda, pour le calibrer, c'est une expertise externe par rapport au sport, etc. Qu'on peut trouver numériquement. Et ben, les deux sont vrais, mon capitaine. Ce qu'on a fait dans l'article, c'est qu'on a mis un petit tableau avec, pour différentes valeurs de lambda, le coefficient associé pour chaque jour. Et puis pareil, avec des graphes, on va voir à quel point ça décroît. Donc s'il y a un entraîneur qui est capable de dire « Ah oui, moi je sais qu'il y a l'entraînement, à partir d'il y a 10 jours, ça compte plus. » Donc, et qu'entre les deux, ça compte à peu près comme ça, tu peux aller regarder où est-ce que c'est presque négligeable et te dire si c'est cette décroissance-là qui est OK. Évidemment, tu peux optimiser ça à l'amateur avec un joli, tu fais de la validation croisée, le truc qui t'amuse le plus, du maximisation de la likelihood, de machin truc, si tu veux mettre un modèle. Mais évidemment, voilà, si tu as des données, de Vox, de ce que tu veux, d'annotation, tu regardes, tac, ce qui marche le mieux, tu l'optimises là-dessus, et puis après, tu peux. Je suis sûr qu'il y a des journaux de sport science qui sont ravis de publier en natation, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je sais pas si les gens en font, je regarde. Et je vous avoue que je ne m'intéresse plus trop à ce problème-là directement, mais c'était rigolo à faire. Des choses qui m'ont amusé, que j'ai vu passer au cours du temps. Les données fonctionnelles ont été utilisées pour regarder la foulée des coureurs pieds nus. Voilà. Ne me demandez pas, mais j'ai trouvé ça rigolo. Donc les gens, ils courent pieds nus, ils courent pas pieds nus, et puis ils essaient de voir si c'est mieux ou pas bien, ce genre de choses. Et en fait, ils aperçoivent, et je me suis aperçu qu'ils utilisaient, d'un point de vue méthodo, des méthodes d'analyse de données fonctionnelles, comme ce que je vous ai présenté jusque-là. Alors qu'effectivement, ça partait sur eux qui font joujou sur des plateformes de force. Si vous voulez aller regarder. J'ai pas grand-chose à en dire, c'est pas moi qui ai fait ça, mais ça m'a amusé. Et ça, ouais, alors ça m'a amusé aussi. Je suis quand même un peu impliqué dans le truc parce que c'est une ancienne stagiaire à moi qui a fait ça et qui bosse à la Fédération française de natation aujourd'hui. Et son encadrant, qui est un cadre technique de la Fédé, lui a dit: on a vu qu'en 2020, les performances qu'on voit ici, observées, n'étaient pas bonnes. Et oui, bon, un peu comme tout ce qui s'est passé en 2020, c'était
c'était moins bien, en tout cas ça a été perturbé du moins. Et on voit qu'il y a clairement un décrochement, quoi. Il s'est passé quelque chose par rapport à la tendance qu'il y avait les autres années. Et vous voyez des choses assez classiques. En été, plein de compètes, des trous entre les deux parce que les gens s'entraînent et ne font pas de compètes. Et il y a un cycle olympique en général, c'est-à-dire qu'on arrive souvent l'année olympique, on a des très bonnes performances, l'année d'après, ça retombe un peu, et puis après, ça repart à monter, etc. Enfin bref, il y a des saisonnalités comme ça. Et du coup, son encadrant lui a dit, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid? Et chose à laquelle, quand elle m'en a parlé, j'ai dit, c'est vraiment une idée à la con. Et je vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir donner une réponse à ça, parce que ça s'est pas passé comme ça, il y a eu le Covid, et on pourra jamais savoir. Et en fait, elle s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va quand même essayer, on va virer ce qui s'est passé en 2020, et on va laisser faire la puissance des données fonctionnelles, essayer de voir est-ce qu'elles sont capables de trouver le pattern qui aurait été là. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça marchait surprenamment bien. On s'aperçoit qu'elle a fait du clustering fonctionnel avec un outil dont je vous détaillerai plus tard, où elle a retrouvé du coup donc ça c'est le nombre de points finaux, c'est une autre mesure de la performance. Les nageurs, ils cumulent les points, blablabla, on s'en fiche. En fonction des années, il y a un certain nombre de points finaux pour les meilleurs mondiaux. Et on s'aperçoit qu'avec la base de données que je vous ai montré avant, la vraie, et celle avec les données complètement enlevées, on va avoir ces courbes de deux couleurs différentes ici qui vont, sur toute la période où les données sont observées pour les deux, être remarquablement entrelacées, donc superposées l'une sur l'autre. Et en fait, celles qui ont les données Covid, tout à coup plongent de manière un peu surprenante, et les autres nous donnent la trajectoire qu'on aurait pu probablement espérer au vu du pattern qu'on avait observé jusqu'ici. Donc en fait, si un bon outil de données fonctionnelles est capable de, dans certains cas de figure, de nous donner une bonne quantification de qu'est-ce qui se serait passé sinon, alors qu'on ne l'a pas observé. Et là, on commence à aller vers quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus, si vous êtes comme moi, à vous dire qu'on a bien compris quelque chose que quand on arrive à le prédire. Et alors là, on n'est pas complètement dans la prédiction comme ce qu'on aime faire dans le monde des données fonctionnelles et surtout des séries temporelles dans le futur, où là, c'est vraiment le grand saut dans le vide. On a observé des choses jusque-là, maintenant, plus rien, débrouille-toi. Parce qu'on avait des données avant, on avait des données après. Ce qu'on a fait, c'est juste fill de gap. Donc, c'est un peu plus facile. On a les deux morceaux de la corniche pour faire le pont. Mais quand même, c'est déjà pas mal. On est capable de faire ce genre de choses. Et tout doucement, je vous emmène vers la prédiction et les approches probabilistes. Est-ce que c'est pas le moment de faire une pause? Ça peut. C'est à 25 normalement. Ouais, je pense. C'est mieux pour tout le monde.